Maintenant, je sais que c'est fou, mais tout le monde dans le monde ne vit pas dans le sous-sol de ses parents à jouer à des jeux vidéo et à manger des Doritos. Certaines personnes ont un mode de vie traditionnel qui remonte à des milliers d'années, et elles vivent encore de la même manière que leurs ancêtres. Les peuples autochtones et leur mode de vie unique sont menacés dans le monde entier. Beaucoup ont souffert aux mains des colonisateurs et des industriels pendant des siècles, mais malgré ces menaces sur leur existence même, certains ont même continué à vivre selon leurs traditions. Et cela représente apparemment une menace pour la totalisation de la westernisation du monde et la marche constante des profiteurs à travers le globe. Qu'ils prospèrent longtemps. Voici les 20 tribus les plus dangereuses du monde. Numéro 20. La tribu des Chimbu Skeleton. Le nom lui-même semble un peu effrayant. C'est vrai, tout ce qui a trait au squelette est un peu préoccupant. Mais comme nous l'avons déjà appris, les noms de nombreux peuples autochtones leur sont souvent imposés par des étrangers. Et souvent ces noms sont mal orientés ou même vraiment très impolis. Donc nous devons creuser un peu plus. Les traditions de cette tribu restent principalement inconnues en dehors de leur cercle, et depuis qu'ils ont été rencontrés pour la première fois par des Occidentaux en 1934, rapidement suivis par l'introduction de missions chrétiennes et de plantations de café, une grande partie de l'histoire et de la culture de la tribu a été érodée. La tribu Chimbu de Papouasie-Nouvelle-Guinée utilise une incroyable peinture corporelle noire et blanche, et ils dansent en se faisant passer pour des squelettes. À l'origine, cela faisait partie de la manière dont les Chimbus intimaient en psychologiquement leurs ennemis et pouvait aussi être une façon pour le peuple d'essayer de tirer parti d'une force surnaturelle. C'est effrayant. Le mystère derrière ces designs remarquables et leurs usages a définitivement fait des Chimbu une source de fascination pour les étrangers. Peut-être que c'est pourquoi ces rituels traditionnels ne sont maintenant vus que comme une partie d'une célébration qui est observée par les visiteurs. Avant de continuer, aimez cette vidéo, frappez le bouton s'abonner et cliquez sur la notification. Numéro 19. La tribu Korowai. Cette tribu indonésienne est en réalité célèbre. Bien qu'étant assez isolés et vivant en harmonie avec la nature dans leur maison de forêt tropicale, les Korowai ont fait les gros titres partout avec des tabloïds à la recherche d'histoires sensationnelles sur des endroits sauvages et des rituels étranges. Les rêves des journaux se sont réalisés lorsqu'ils ont pu mettre en lumière la culture inhabituelle des Korowai, listant le cannibalisme et la sorcellerie parmi leurs passe-temps préférés. Mais comme c'est souvent le cas avec les titres de tabloïds, il faut creuser un peu plus pour comprendre ce que pourrait être la véritable histoire. Dans une région reculée de la forêt tropicale indonésienne, les Korowai construisent par leurs remarquables maisons entre 8 et 15 mètres au-dessus du sol, parfois dans les arbres ou sur de grands pilotis. La raison serait que les esprits maléfiques ne restent que sur le sol, donc construire en hauteur gardera la famille en sécurité. Cela offre également une grande protection contre les animaux et de nombreux insectes, ainsi que des humains envahissants. Ce sont des gens religieux et leurs croyances incluent la réincarnation ainsi que le respect de leurs ancêtres et la croyance que certains de leurs membres ont même des capacités magiques, capables d'influencer des choses comme la chance et de détecter la magie noire. Cet élément de leur culture est probablement à l'origine des accusations de cannibalisme et de sorcellerie, et dans le passé, il y a peut-être eu des fins violentes à des désaccords au sein de la tribu. De nos jours, cependant, la plupart des problèmes sont résolus en s'offrant simplement des cadeaux. Je suppose que offrir un bouquet de fleurs à votre voisin est beaucoup moins dramatique que de les manger, mais cela fait probablement moins de désordre aussi. Donc, pas si bon pour les gros titres des tabloïds. Numéro 18. La tribu Souris. Les Souris ou Surma d'Éthiopie ont un style de combat unique. Connu sous le nom de combat au bâton, les deux combattants, avec des corps décorés de craie mélangés à de l'eau, sont armés d'un poteau en bois de 6 pieds. C'est assez lourd et pèse quelques livres. Le long poteau est tenu par le bas et le but du sport est de frapper votre adversaire avec votre énorme bâton autant de fois que possible pour le faire tomber. Lorsque votre adversaire touche le sol, il est alors éliminé. Le prix à la fin du tournoi est inhabituel. Le gagnant est porté sur une plateforme vers un groupe de filles et choisit ensuite celle qu'il va épouser. Ainsi, les jeunes hommes sont sélectionnés pour leurs compétences en combat au bâton et les jeunes femmes pour la taille de leur plaque labiale. La lèvre inférieure est percée puis progressivement étirée au cours d'une année en utilisant des disques de plus en plus grands. Aïe, la famille d'une femme avec une grande plaque labiale peut demander un prix allant jusqu'à 50 bovins pour qu'elle se marie. J'aime les grandes plaques et je ne peux pas mentir. Numéro 17. La tribu Yanomami.
Les Yanomami vivent dans la région reculée des forêts dans le sud du Venezuela, dans le bassin du fleuve Orénoque et dans la zone la plus au nord du bassin amazonien au nord du Brésil. Ces gens vivent dans de petits villages qui peuvent être déplacés lorsqu'ils doivent habiter une nouvelle zone pour des raisons agricoles, et ils pratiquent une sorte de culture itinérante connue sous le nom d'agriculture sur brûlis. C'est exactement ce que cela semble. Ils brûlent des zones de la forêt pour dégager de l'espace pour planter des cultures. Cela a plus de sens que vous ne le pensez, car les cendres fournissent une certaine fertilisation pour le sol et les mauvaises herbes estimées sont plus ou moins complètement éliminées transmises de la zone. C'est une technique pratiquée par de nombreux peuples autochtones, et après que la terre a été utilisée pour la culture, les cultures y sont ensuite laissées en jachère et reviendront à une zone forestière secondaire. Bien que cela semble brutal, cette pratique existe depuis des milliers d'années et n'impacte pas l'environnement comme l'utilisation de pesticides modernes et autres dans l'agriculture industrielle. En plus de l'agriculture de subsistance, les Yanomami chassent également des cerfs, des singes, des tatous, des oiseaux et d'autres choses, ce qui peut donner à la tribu sa réputation d'être effrayante en raison d'une hostilité continue entre les gens et d'autres villages locaux. Ils sont constamment en guerre les uns avec les autres, et cela peut être un état de choses assez violent. Mais si vous n'êtes pas un village voisin hostile, alors vous n'avez probablement pas à vous inquiéter beaucoup des Yanomami. Numéro 16. Les Mashco-Piro. Les Mashiro sont une tribu autochtone des zones les plus reculées du bassin amazonien au Pérou. Ce peuple nomade est chasseur-cueilleur et a en fait évité tout contact avec des personnes non autochtones, et ce n'est pas surprenant qu'ils aient choisi de vivre ainsi, étant donné que les peuples tribaux qui ont été infiltrés par des étrangers dans d'autres endroits ont généralement amené des maladies, de l'alcoolisme et de la violence aux populations autochtones d'Amérique du Sud. Le peuple Mashco-Piro a la réputation d'être très secret et tend à éviter d'être vu, mais parfois ils ont été photographiés, ou du moins aperçus par des curieux cherchant à fouiner dans les affaires des peuples tribaux. Cela ne se termine pas toujours très bien. Il y a eu des rapports en 2012 selon lesquels, après que des photographies aient été capturées des gens, un membre de l'équipe d'exploration a ensuite été retrouvé mort avec une flèche dans le cœur, prétendument plantée là par la tribu elle-même. Numéro 15. Les Mokan. La tribu Mokan se trouve dans tout l'archipel Magir, un groupe d'environ 800 îles situées à la fois au Myanmar et en Thaïlande. Ces gens sont des chasseurs-cueilleurs semi-nomades dont la vie tourne autour de la mer. Et évidemment, comme toutes les ressources naturelles du monde, les mers sont menacées par la pollution et la surpêche, ce qui signifie que le mode de vie traditionnel des gens est également sous pression. Ces remarquables personnes ont une telle affinité avec la mer qu'elles ont développé une incroyable capacité à voir sous l'eau d'une manière qui est beaucoup plus efficace que pour la plupart des autres. La vision humaine est généralement assez floue sous l'eau, mais une étude qui a examiné la vision sous-marine des enfants comparativement à celle des enfants européens a montré que pour les Moken, leur acuité visuelle sous l'eau était 2 fois meilleure que celle des autres enfants testés. Ce que l'étude a ensuite prouvé, c'est que les enfants européens pouvaient être entraînés à améliorer leur propre vision sous-marine en s'exerçant aussi souvent que les enfants Moken. Numéro 14. La tribu Eorio. Les Eorio vivent dans une zone connue sous le nom de Grande Chaco, qui s'étend à la fois au Paraguay et en Bolivie. Ces gens étaient traditionnellement des chasseurs-cueilleurs nomades, mais cela a été principalement éliminé de leur vie par des missionnaires au XXe siècle, donc maintenant les membres restants de la tribu sont plus ou moins sédentaires dans des villages. Bien qu'il en reste quelques-uns qui n'ont pas été contactés, ils sont maintenant à risque à cause de la déforestation à grande échelle et de la perte de territoire dans la région. De nos jours, il existe des lois pour protéger les peuples autochtones du contact avec des étrangers, et celles-ci sont censées aider à prévenir la transmission de maladies aux tribus, car elles n'ont pas la résistance que le monde extérieur possède. De nombreuses maladies se sont révélées dévastatrices pour ce type de communauté si elles sont infectées. C'est probablement l'une des choses les plus effrayantes, en réalité, qu'elles soient à un tel risque à cause de personnes maladroites qui foinent dans leurs affaires. Il y a bien sûr de nombreuses histoires sur les pratiques des tribus éloignées, mais beaucoup de cela est basé sur des ouï-dire et des commérages. Donc si vous voulez ce genre de choses, vous pouvez aller le chercher. Sinon, nous sommes juste coupables de répandre des mensonges pour le plaisir d'être sensationnels, et franchement, c'est un peu ignorant. Numéro 13. Les Achuar.
Les Arhuas sont un groupe autochtone qui vit profondément dans la forêt amazonienne brésilienne. On pense qu'ils sont environ 450 et ils sont l'une des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs restantes sur Terre. Leur mode de vie unique et leur profonde connexion à la forêt tropicale sont des choses rares et en voie de disparition rapide. Les Awa ont réussi à maintenir leur mode de vie traditionnel malgré les menaces extérieures. S'appuyant sur la riche biodiversité de l'Amazonie pour leur subsistance, ils rassemblent des fruits, des noix, chassent de petits gibiers pour leur survie et ont une connaissance super approfondie de la flore et de la faune de la forêt tropicale, avec une véritable connexion à l'environnement naturel car cela est santé vital pour leur survie. Malgré leur résilience, les gens ont affronté de nombreux défis majeurs. Des choses comme la déforestation, l'exploitation forestière illégale et l'empiètement sur les terres ont menacé non seulement leur territoire, mais aussi leur mode de vie. Des efforts du gouvernement brésilien et d'organisations internationales ont été faits pour protéger la terre et assurer leur survie. Mais beaucoup d'entre eux vivent encore dans l'isolement, faisant face à la menace constante des étrangers. En réalité, il n'y a rien à craindre de la tribu, mais honnêtement, ils ont tout à craindre du monde extérieur. Numéro 12, les Asmat. Les Asmat sont un groupe autochtone originaire de la région sud-ouest de la Papouasie en Indonésie, particulièrement concentré dans la région Asmat et ses environs. Dans le monde entier, ces gens sont connus pour leurs sculptures sur bois complexe. Leur art est reconnu et admiré internationalement. Mais, de manière amusante, leur culture unique va bien au-delà de leur talent artistique et de ce que le reste du monde peut en tirer. Ces gens mènent traditionnellement un mode de vie de subsistance et dépendent de la chasse, de la pêche et de l'horticulture pour leur nourriture. Leur société est organisée en clans, chaque clan habitant une longue maison où de nombreuses familles vivent ensemble. Leurs croyances spirituelles sont profondément enracinées dans l'animisme et le culte des ancêtres, et ils créent des poteaux ancestraux élaborés pour honorer et communiquer avec leurs parents disparus. Comme tant d'autres histoires que vous verrez, les Asmat ont été envahis par le monde extérieur. Comme c'est habituel, des missionnaires chrétiens intrusifs ont fait irruption dans le mode de vie des gens et ont apporté des maladies et de l'exploitation, en forçant également leurs croyances sur des personnes qui n'avaient jamais demandé une telle interférence. La nature destructrice de ces visiteurs sur des cultures uniques ne doit pas être sous-estimée. Des dommages durables et graves ont été causés au peuple du monde entier, alors que les envahisseurs exploitent leurs terres et détruisent leur culture et traditions. Les efforts déployés pour préserver le mode de vie des Asmat restants sont probablement trop peu et trop tard. Numéro 11. La tribu Palawan. La tribu Palawan est un peuple autochtone qui habite principalement l'île de Palawan aux Philippines. Ils sont l'un des habitants originels de Palawan et ont un riche patrimoine culturel profondément enraciné dans leur environnement et leurs traditions. Ils ont traditionnellement utilisé un mélange d'agriculture, de chasse et de cueillette pour répondre à leurs besoins. Ils sont doués dans l'utilisation des connaissances écologiques traditionnelles pour naviguer dans leur environnement de manière durable, et très probablement cela est dû au fait qu'ils se considèrent comme une partie du monde naturel, plutôt que supérieure à celui-ci comme la plupart des cultures occidentales semblent le penser. Leur structure sociale est souvent organisée autour de petites unités familiales et élargies, et leurs communautés sont relativement petites. Traditionnellement, ils ont vécu dans des huttes faites de bambou et de feuilles de palmier, bien que la modernisation ait entraîné quelques changements dans leur habitat. Les Palawan ont une langue distincte qui fait partie d'un sous-groupe au sein de la plus grande famille de langues austronésiennes, et comme de nombreuses langues autochtones, elle fait face à des défis en matière de préservation et de transmission aux jeunes générations. Au fil des ans, la tribu a été confrontée à de nombreux défis liés aux droits fonciers, ce qui signifie que leurs terres ont été volées, à la préservation culturelle, ce qui signifie qu'ils ont été contraints d'abandonner leur propre mode de vie et à l'accès à l'éducation et aux soins de santé, ce qui signifie qu'ils sont exploités et laissés en bas de la société. Diverses organisations et initiatives gouvernementales ont depuis affirmé qu'elles visaient à soutenir la préservation de la culture et à améliorer leurs conditions de vie, mais en général, ces initiatives interfèrent souvent et corrompent plus qu'elles ne laissent les peuples autochtones à leur propre liberté et droits. Numéro 10. Les Kawahva. Les Kawahva sont l'une des toutes dernières tribus indigènes non contactées de la forêt amazonienne.
Ils habitent principalement les régions reculées du Brésil, et très peu de choses mais sont connues sur leur nombre exact, car ils ont choisi, avec beaucoup de sagesse, de rester isolés du monde extérieur, ce qui fait d'eux l'une des communautés indigènes les plus méconnues et peut-être vulnérables au monde. Le peuple Kawaiva vit en petits groupes familiaux, adoptant un mode de vie de chasseurs-cueilleurs, et ils dépendent des ressources de la forêt pour l'ensemble de leur mode de vie. Ils sont connus pour avoir une connaissance complexe de la forêt amazonienne et de ses écosystèmes divers, qu'ils utilisent pour survivre dans leur environnement isolé. Leur décision de rester isolés, c'est probablement une réponse aux rencontres historiques avec des étrangers, qui ont souvent conduit à la violence, aux maladies et à l'exploitation. En conséquence, ils ont activement évité tout contact avec la société plus large, et on ne peut vraiment pas leur en vouloir. Si chaque fois que vous voyez un étranger, il vous transmettait une maladie, ou vous attaquez ou volez votre terre, puis vous forçait à agir comme lui, à vous habiller comme lui et à prier comme lui, ne resteriez-vous pas très loin? Des efforts ont été faits pour protéger le territoire des Kawahiva et d'autres tribus non contactées au Brésil. Tout cela pour assurer leur survie tout en préservant leur patrimoine culturel. Les organisations et les agences gouvernementales semblent maintenant comprendre la valeur de permettre aux peuples indigènes de revendiquer leurs droits et ont commencé à travailler pour délimiter et protéger leurs terres contre l'exploitation forestière illégale, l'exploitation minière et d'autres menaces qui pourraient empiéter sur leur territoire. Numéro 9. La tribu Waorani. La tribu Waorani est un groupe indigène de personnes de la forêt tropicale d'Équateur. Ils sont traditionnellement semi-nomades, se déplaçant dans leurs territoires ancestraux dans le bassin amazonien. Ce sont des chasseurs et des cueilleurs habiles, experts dans l'utilisation des ressources abondantes de la forêt, et le blowgun, connu également sous le nom de piki, un dart à pointe empoisonnée, est un outil essentiel dans leur pratique de chasse. Leur langue, connue sous le nom de Wayo Torero, est une langue unique et complexe qui reflète leur profonde compréhension de la forêt tropicale. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour documenter et préserver cette langue en danger, et comme beaucoup d'autres tribus indigènes dont vous pouvez apprendre, elles ont été confrontées à des menaces significatives pour leur existence en raison de l'empiètement des entreprises de combustibles fossiles et de leur cupidité, ainsi que de l'exploitation forestière sur leurs terres ancestrales. Au cours des dernières décennies, les gens ont également plaidé pour des droits fonciers et la conservation de l'environnement, et leurs batailles juridiques et leur activisme ont conduit à d'importantes victoires pour garantir leurs droits territoriaux tout en protégeant la forêt tropicale. Numéro 8. Les Sentinelaises. Vous feriez mieux de rester à l'écart. Les Sentinelaises sont l'un des peuples les plus isolés sur la planète. Ils rejettent activement tout contact avec le monde extérieur et ils habitent peut-être leur île en tant que peuple depuis 55 000 ans maintenant. L'isolement complet sur une petite île dans l'océan Indien signifie que les Sentinelaises sont violemment protecteurs de leur territoire et ont tué quiconque a mis son nez dans leurs affaires. Cela peut sembler sévère mais sans encre, mais avec les populations des îles voisines détruites par des maladies importées d'autres endroits, tout germe ou virus qu'ils pourraient attraper d'un étranger les éliminerait probablement. Évidemment, il est délicat de comprendre quoi que ce soit sur une tribu que vous ne pouvez vraiment pas approcher sans recevoir une flèche dans la poitrine. Ainsi, tout ce qui est connu a été observé par quelques curieux sur des bateaux soigneusement amarrés plus loin que les flèches ne pouvaient en atteindre au large de l'île. En 1880, une expédition britannique a débarqué sur l'île et a découvert des villages et des maisons abandonnées. On suppose que la tribu avait vu la force envahissante et s'était alors cachée. Les expéditions ont rencontré un vieux couple et quelques enfants, et dans l'horreur de la sagesse de l'attitude coloniale, ils ont ensuite enlevé les gens de l'île pour des raisons scientifiques. Les sentinelles sont rapidement tombés malades, et les personnes âgées sont toutes mortes. Les enfants ont été ramenés sur l'île, mais combien ont ensuite été infectés par des maladies mortelles est évidemment inconnu. Il n'est pas surprenant que l'étranger soit accueilli avec hostilité par les sentinelles. Diverses tentatives de communication ont été faites tout au long des années 1970 et 80 avec des cadeaux laissés sur les plages, mais la plupart ont été rejetés et ensuite enterrés par la tribu. Plus récemment, il a finalement été accepté que c'est probablement le plus sûr pour la tribu sentinelaise si elle est simplement laissée en paix. Je suppose que les curieux ont enfin compris le message. Numéro 7. Amar, Éthiopie.
Les Amars sont un groupe ethnique indigène vivant dans la région sud-ouest de l'Éthiopie, principalement dans la vallée de l'Omo. L'un des aspects les plus reconnaissables de leur culture est les décorations corporelles et les ornements élaborés. Ils utilisent souvent tanta de l'ocre et de la graisse animale pour créer des motifs sur leur peau et leurs cheveux. Les travaux de perles, les bijoux et les vêtements colorés ajoutent encore à leur apparence impressionnante. Les gens utilisent l'agriculture et l'élevage de bétail pour leur subsistance. Le bétail a une valeur culturelle et économique significative et posséder de grands troupeaux est un symbole de richesse et de prestige au sein de la communauté. L'organisation sociale au sein de la société Hamar est principalement basée sur des clans, chaque clan ayant son propre territoire et son propre bétail. Les rituels, cérémonies et processus de prise de décision de toute la communauté sont déterminés par le système de clans travaillant ensemble. L'une des traditions les plus célèbres est le saut de taureau, connu sous le nom d'Akouli. Ce rite de passage pour les jeunes hommes Amars symbolise leur transition vers l'âge adulte. L'événement implique que de jeunes hommes courent sur le dos de plusieurs taureaux, maintenus en rang sans tomber, et s'ils réussissent, ils sont enfin considérés comme des hommes. Numéro 6. Les Mercy. Lorsqu'une fille des tribus Mercy, Kai ou Terma en Afrique atteint 15 ou 16 ans, la tradition veut qu'elle commence le processus de port d'une plaque labiale. Cela commence lorsque sa mère ou parfois une autre femme coupe sa lèvre inférieure et insère un plug en bois. Un plug reste en place jusqu'à ce que la plaie soit guérie, ce qui peut prendre jusqu'à 3 mois. Ensuite, après cela, un disque peut être choisi et ajouté au tout. La taille du disque est vraiment une décision personnelle et la jeune femme choisira juste pour elle-même jusqu'où elle souhaite aller avec cela. Le disque commence plus petit et est ensuite progressivement augmenté jusqu'à ce que la taille désirée soit atteinte. Certaines filles peuvent continuer à ajouter un disque plus grand jusqu'à environ 12 cm de diamètre, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est requis. C'est un choix personnel, et beaucoup s'arrêteront à une taille beaucoup plus petite. Ces plaques labiales portent en réalité un certain nombre de significations importantes pour ces femmes. C'est un symbole de beauté, un engagement envers le mari de la femme, et elle la portera traditionnellement lorsqu'elle lui servira de la nourriture. C'est un puissant indicateur de leur identité et de leur appartenance à la tribu. Numéro 5. Les Hadza. Les Hadza vivent dans la région du lac Eyasi dans le nord de la Tanzanie en Afrique de l'Est. Ils sont l'une des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs au monde et ont des traditions très intéressantes. Ils ont été nomades par tradition et se déplacent au gré des saisons à la recherche de sources de nourriture, principalement du gibier sauvage, du miel, des baies et des tubercules. Leurs techniques sont de chasse, qui impliquent souvent l'utilisation d'un arc et de flèches à pointe empoisonnées, sont extrêmement précises et efficaces. Leur langue est l'une des très rares langues à clic restantes dans le monde. Leur société est construite sur une structure extraordinairement égalitaire. Ils n'ont pas de leadership centralisé ni de systèmes hiérarchiques, et ils prennent toutes leurs décisions par consensus et coopération au sein de petits groupes familiaux. Cette égalité se reflète dans leur accès partagé aux ressources et leur prise de décision collective. Ils semblent vraiment formidables, pour être honnête. Numéro 4. La tribu Wa-Orani. Maintenant, vous savez que j'aime vous offrir une nouvelle perspective. Ici, au Fancy Banana, donc dans le style typique de la banane, je vais vous offrir un nouvel aperçu d'une tribu que nous avons déjà vue aujourd'hui. La tribu Wa-Orani, également connue sous le nom de tribu Wa-Orani, oui, les gens de la forêt tropicale en Équateur sont très heureusement intéressants, en effet. Voici donc quelques faits supplémentaires à leur sujet. Il y a actuellement 4000 personnes dans ce groupe. Ils parlent une langue complètement unique et totalement sans lien avec toute autre langue connue. Et c'est ce qui est vraiment extraordinaire. Ils chassent principalement de petits singes pour leur viande, et bien qu'ils aient été des chasseurs-cueilleurs traditionnels, ils ont récemment commencé à s'installer dans des établissements forestiers principalement permanents. Cela est le résultat de l'empiètement de forces extérieures sur leurs terres historiques. Fait intéressant, les gens ont des pieds de formes différentes de ceux de beaucoup d'autres peuples. Leurs compétences en escalade d'arbres et un petit pool génétique ont donné lieu à des pieds aplatis avec des orteils écartés. Ceux-ci sont vraiment utiles pour grimper aux arbres, et beaucoup de gens semblent également avoir 6 orteils sur chaque pied. J'espère que ces faits supplémentaires étaient intéressants. Nous allons maintenant passer rapidement à autre chose.
Numéro 3. Les Jarawas. Les Jarawas vivent dans les îles Andaman en Inde. Ils sont l'une des très rares tribus de chasseurs-cueilleurs restantes dans la région et ont maintenu un mode de vie largement isolé pendant des siècles. Leur culture est profondément enracinée dans la connaissance traditionnelle des propriétés médicinales des plantes que l'on peut trouver dans la forêt tropicale. Ils utilisent toute une gamme de remèdes à base de plantes traditionnelles pour guérir et ont une compréhension extrêmement connectée de leur environnement naturel. En raison de leur isolement et de leur interaction limitée avec le monde extérieur, les gens sont restés largement intouchés par la modernisation. Cependant, ils ont été bousculés par le monde extérieur. Comme la plupart des autres tribus, ils ont vu toutes les manières typiques d'empiètement sur leurs terres et de perturbation de leur mode de vie traditionnel. Des efforts allégués ont été faits pour protéger les droits des personnes et préserver leur culture unique. Le gouvernement indien a maintenant mis en œuvre des politiques pour restreindre l'accès à leur territoire et minimiser les influences extérieures tout en protégeant leur bien-être. Numéro 2. Les Kalinago. Les Kalinago, parfois appelés les Caribes, sont un groupe indigène originaire des îles des Caraïbes dans les Caraïbes orientales, qui comprend la Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines. Ils ont une histoire montrant une culture et un patrimoine riches et uniques qui ont duré pendant de nombreux siècles. Historiquement, ces gens formidables étaient reconnus pour leur résistance farouche à la colonisation européenne, en particulier par les Espagnols, les Français et les Britanniques. Leur esprit guerrier leur a valu une réputation d'adversaires redoutables, et leur résistance a joué un rôle significatif dans la formation de l'histoire coloniale des Caraïbes. Ils ont un lien profond avec l'environnement naturel et sont des pêcheurs, des constructeurs de bateaux et des agriculteurs habiles. Ils construisent de magnifiques canoës à partir de troncs d'arbres sculptés qu'ils utilisent pour pêcher et se déplacer entre les îles. Leur culture est riche en traditions orales, en contes, en danse et en musique, et l'art traditionnel comprend le tissage, la poterie et le vannerie. De nos jours, les gens continuent d'affirmer leur identité culturelle et leurs droits, et ils sont officiellement reconnus comme un groupe indigène dans les Caraïbes. Numéro 1. La tribu Caribo. L'un des groupes de peuples indigènes du Brésil, les Daslala comme ils s'appellent, ou Carubo comme ils sont connus des étrangers, sont parmi les personnes les plus isolées du monde. Cette tribu est très petite, ne comptant qu'environ 150 personnes, et quand vous pensez aux tribus amazoniennes, vous imaginez ces vieilles représentations cinématographiques et les sortes d'histoires d'aventure dans des bandes dessinées et des livres rétro. Et vous connaissez les fléchettes empoisonnées et les grandes compétences de chasse dans la jungle? Eh bien, ce n'est pas trop éloigné de la vérité en ce qui concerne cette tribu. Ils sont également appelés un autre mot en portugais qui signifie frappeur, pas dans le sens de la fête, mais dans le sens des porteurs d'armes, donc cela a probablement quelque chose à voir avec leur réputation de violence. Tous les surnoms collent, vous savez. Bien qu'il semble tout aussi probable que la violence soit infligée aux membres de la tribu par des étrangers, plutôt que l'inverse. Il est vrai qu'ils chassent avec des fléchettes empoisonnées et se battent avec des massues, donc je suppose que vous devez juste imaginer un scénario à la Indiana Jones et continuer. C'est tout pour aujourd'hui. Assurez-vous de me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.